Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, ce 4e épisode de Webcam. Je vous rappelle que le premier, le deuxième, le troisième sont encore en ligne. Vous pouvez les retrouver sur le site de Cam et on vous met les informations dans le chat. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez interagir et nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On vous répondra à la fin, en tout cas on choisira quelques questions si on a du temps. Bienvenue messieurs. Nous avons en plateau Michael, bonjour Antoine, Yann. Aujourd'hui, nous allons parler photovoltaïque et je vous propose, avant de démarrer, de découvrir en vidéo ce que c'est que le photovoltaïque et comment ça fonctionne. Et en introduction. Tout à fait. En introduction, bonjour à tous, bonjour Katia. Nous allons aujourd'hui, avec nos invités experts, parler d'un sujet qui est au cœur des enjeux énergétiques et environnementaux, c'est l'énergie photovoltaïque. Dans notre monde où la transition énergétique, c'est devenu l'une des priorités, intégrer le photovoltaïque dans l'acte de construire représente une formidable opportunité de produire une énergie verte, durable et économique. Il y a également l'arrivée de la RE 2020 qui nous incite aujourd'hui fortement à produire une énergie décarbonée, bien sûr une production d'énergie. Donc aujourd'hui, produire une énergie verte et décarbonée, le ton est donné. Donc pour cela, aujourd'hui, on a une volonté, on a le respect des règles et on va voir aujourd'hui plusieurs éléments. Donc on va voir ce qu'est une installation photovoltaïque. On va décrypter ensemble les bonnes pratiques, examiner les règles essentielles à l'assurabilité d'une installation photovoltaïque et comment entretenir et maintenir une installation photovoltaïque. Voilà. Et pour terminer, comme ce ne sont pas des installations sans risque, nous verrons la pathologie et la sinistralité des installations. Merci, on est donc parti sur ce plateau. Je n'ai pas présenté Michael. Michael, tu es directeur général de Voltec, mais aussi président. C'est ça. Et donc nous allons regarder tout de suite une vidéo. C'est parti. Qu'est-ce que le photovoltaïque ? Que ce soit en toiture ou au sol, une installation photovoltaïque permet de transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Petit rappel, un courant électrique est la circulation d'électrons à travers un conducteur. L'intensité de ce courant, mesurée en ampères, correspond au débit d'électrons. Dans le courant alternatif, les électrons changent de direction. Ils vont dans un sens puis dans l'autre, tandis qu'en courant continu, ils circulent toujours dans le même sens. Concentrons-nous sur les modules photovoltaïques. Chaque module est constitué de cellules photovoltaïques. Une cellule est composée de silicium, l'élément le plus abondant sur Terre après l'oxygène. Pourquoi le silicium ? Il possède une propriété essentielle, l'effet photovoltaïque, qui permet à certains matériaux de convertir la lumière en électricité. Les semi-conducteurs, comme le silicium, sont particulièrement efficaces dans ce domaine, avec plus ou moins d'effet. Lorsque la lumière solaire frappe une cellule, les électrons autour des atomes de silicium commencent à s'agiter. L'objectif est de maîtriser cette agitation. Pour cela, 2 couches de silicium vont être superposées, séparées par une couche de jonction. Un déséquilibre d'électrons est créé entre la couche supérieure et la couche inférieure. La couche supérieure est dopée avec des atomes de phosphore disposant d'un nombre supérieur d'électrons que le silicium, tandis que la couche inférieure est dopée avec des atomes de bore en nombre inférieur d'électrons. Les photons des rayons de lumière solaire, en traversant la cellule, arrachent des électrons de la couche supérieure pour les transporter vers la couche inférieure. En reliant les faces supérieures et inférieures à l'aide d'électrodes et d'un conducteur, nous générons une circulation d'électrons, créant ainsi un courant électrique continu et inépuisable. Les cellules sont ensuite reliées en série pour être intégrées dans un module. Ce dernier est constitué d'une feuille de fond ou backsheet sur laquelle reposent les cellules enveloppées dans 2 films encapsulants. Une protection en verre recouvre l'ensemble, le tout étant maintenu par un cadre en aluminium. Un boîtier de jonction collé sous le module permet sa connexion. Actuellement, la recherche se concentre sur l'amélioration des rendements des cellules photovoltaïques. Parmi les avancées récentes, la technologie TOPCon permet un meilleur rendement que la technique PERC.
Les modules sont branchés en série, 10 strings, sur un système de montage adapté et produisent un courant continu. Ce courant doit ensuite être converti en courant alternatif pour être exploité dans les usages courants. Le string de module est raccordé à un onduleur, parfois à des micro-onduleurs, qui transforment le courant continu en courant alternatif. Accessoirement, des batteries peuvent stocker l'énergie produite, mais cela n'est possible qu'avec une installation équipée d'un onduleur hybride. Ensuite, le courant produit est connecté au tableau électrique pour être consommé et ou réinjecté dans le réseau public via un compteur d'énergie. Des micro-onduleurs ou des optimiseurs de puissance peuvent également être ajoutés au dos des modules pour améliorer les performances de l'installation, notamment en gérant les effets d'ombrage. Mickaël, Voltec fabrique donc les panneaux qu'on a vus, les modules? Tout à fait. Alors, Voltec Solar est une entreprise familiale. Nous sommes basés à Dinsheim-sur-Bruche, donc proche de Molsheim, une vingtaine de minutes de Strasbourg. Nous existons depuis 15 ans. Nous sommes l'unique fabricant français de modules photovoltaïques et un des rares européens. Nous sommes 110 à œuvrer au quotidien pour fabriquer des modules photovoltaïques de qualité. Voilà, on a une capacité qui est de 500 mégas, ce qui correspond à la fabrication possible de 1 million de panneaux photovoltaïques sur toute une année. On va regarder une petite vidéo sur votre process de fabrication avec votre laboratoire. Avec plaisir.
Donc on vient de faire vraiment une immersion au sein de notre usine à Dinsheim-sur-Bruche. On a pu voir toutes les étapes. Ce que je pourrais rajouter, c'est que tout l'équipement était un équipement européen, soit allemand, espagnol ou italien. Et sur ces nombreuses étapes, il y en a 3 qui vont être majeures. C'est une des premières qu'on a pu voir, c'est la découpe des cellules qui va être non disruptive. La seconde étape va être la qualité de la soudure en infrarouge, et une étape encore majeure qui va être la lamination du module, qui va permettre la bonne durabilité et garantie du process industriel. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Alors Yann, tu vas me dire, comme à chaque fois, qu'il y a des règles. Eh oui, forcément. Donc les installations photovoltaïques sont effectivement encadrées par un certain nombre de normes électriques, mais également techniques, qui vont viser les éléments d'équipement qui composent l'installation dans sa globalité. Donc au travers du schéma qui s'affiche, donc on peut visualiser les différentes normes concernant les éléments d'équipement, avec notamment les normes concernant les modules à proprement dit, les boîtiers de jonction qui sont des points d'attention particuliers car à risque vis-à-vis des dysfonctionnements électriques, et les onduleurs qui vont d'ailleurs changer de cadre normatif à compter du 1er janvier 2025, mais à noter que bon nombre d'entre eux sont déjà conformes à cette nouvelle norme. Donc le point d'attention des assureurs est surtout porté sur l'évaluation technique des procédés, puisque les procédés doivent bénéficier d'un avis technique ou d'une procédure d'ATEX, donc d'appréciation technique expérimentale, ou favorable, et ou d'enquête technique nouvelle, dite ETN au minimum. Donc attention toutefois à bien garder en tête que l'enquête technique nouvelle n'est pas une évaluation technique aussi poussée que l'avis technique, puisque l'enquête technique nouvelle est une mission confiée à un contrôleur technique pour donner un avis sur l'aspect solidité du procédé. Donc il ne va donc examiner que l'aspect structurel avec simplement la tenue aux charges climatiques du procédé. Il n'y aura aucun contrôle vis-à-vis de l'aspect électrique. Et ce point est important puisque c'est une influence directe sur le cadre assurantiel. Alors justement, je m'adresse à Antoine. Peux-tu nous éclairer justement sur ce cadre assurantiel ? Oui, bien sûr, Katia. Alors déjà, il faut comprendre qu'être assuré ne signifie pas toujours être bien assuré. Yann nous a présenté les règles et les normes sur les modules. On a aussi des règles assurantielles. Sur le principe, l'assurance construction va fonctionner sur plusieurs grands fondamentaux. On va en voir déjà 2. Le premier, c'est l'activité déclarée. Il est très important et primordial que l'activité qui est déclarée dans un contrat, ça soit celle qui est effectuée sur les marchés dans son entièreté, dans les opérations que vous réalisez, vous. La deuxième notion, c'est la notion de technique courante. La technique courante, c'est quoi ? La technique courante, c'est la notion d'aléa pour l'assureur. Elle apporte à l'assureur un cadre référentiel, un cadre réglementaire qui lui permet d'une part d'évaluer les risques sur des nouveaux procédés, sur des techniques innovantes. Ça lui permet d'avoir la capacité d'assurer un nouveau produit tout en préservant l'équilibre technique de l'assurance construction, ce qui est primordial pour nous les assureurs construction. Ce qui est déjà très important et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la technique courante, ça peut être une condition d'application des garanties. Elle est commune pour tous les assureurs, elle s'applique pour toutes les entreprises du BTP, pour certains concepteurs, elle est proposée par France Assureur et elle a été mise à jour depuis janvier 2023. Par opposition à la notion de technique courante, on va retrouver forcément la technique non courante. La technique non courante pour les assureurs, c'est un risque, et elle ne fait pas partie intégrante ou d'office des polices d'assurance courantes qu'on retrouve sur le marché. Donc ça veut dire que mettre en œuvre des procédés de technique non courante sans avoir fait une déclaration à son assureur, avoir une attestation ou un document contractuel, expose l'entreprise à des risques et se retrouver forcément sans garantie. Donc vous le voyez sur le schéma qui s'affiche à l'écran. En bleu, vous allez retrouver l'ensemble des procédés dits de technique courante. Sur le photovoltaïque, on peut faire un focus sur les avis techniques où vous avez l'abréviation ATEC. Donc en surimposition, nous avons des ATEC. Et en intégration, on va retrouver les ATEC qui sont sur liste verte de la C2P. À côté des ATEC, on va retrouver les ATEX. Les ATEX, c'est des avis expérimentaux qui doivent être avec avis favorable. Donc on pose des produits qui sont sous avis technique
sur la liste verte de la C2P en intégration ou juste sur les techniques et avec un index favorable, on rentre dans le domaine d'application d'un contrat courant et donc on est assuré. Parallèlement, sur la partie orange, vous allez retrouver tout ce qui est de la technique non courante. Et là, le vrai point d'attention dans le photovoltaïque, c'est notamment les enquêtes de techniques nouvelles, ici les ETN, et les ATEC mis sous observation. Alors, tu parles de C2P, tu parles de liste verte. De quoi s'agit-il ? Alors la C2P, c'est une commission de validation de l'agence qualité construction et cette commission valide en fait tout ce qui est règles professionnelles, avis techniques et une fois validés, ils vont être inscrits sur une liste dite liste verte. Donc cette liste verte est accessible sur le site internet de l'agence qualité construction. Donc on vous remet le lien qui s'affiche, mais il suffit de taper liste verte C2P sur un moteur de recherche et on y accède directement. Et là, vous pouvez faire le choix du groupe spécialisé numéro 21 qui est le groupe spécialisé et quand vous validez, vous récupérez en fait la liste complète mise à jour des différents avis techniques visés favorablement avec un lien direct sur les avis techniques puisque les liens avec les références en rouge des avis techniques sont des liens directs vers l'avis technique. Ok, génial. Et on a la possibilité du coup d'accéder directement. Voilà. Merci beaucoup Yann. Antoine, peut-être encore un mot sur l'assurance ? Tout à fait. Alors, on a vu avant la notion d'activité, on a vu la notion de technique courante, je rappelle, qui est très très importante. Il reste un élément fondamental à rajouter, qui est la notion d'ouvrage. C'est-à-dire, est-ce que l'ouvrage que vous allez réaliser est soumis à obligation d'assurance ou non ? L'obligation d'assurance va dépendre de la nature des travaux que vous allez réaliser, mais aussi de la destination de l'ouvrage. Sur le principe général de l'assurance construction, aujourd'hui, tous les ouvrages sont soumis à obligation d'assurance, et ce depuis l'ordonnance de 2005. Dans le cadre de l'activité photovoltaïque à proprement parler, aujourd'hui, la majorité des ouvrages, que vous soyez en intégration ou en surimposition de toiture, vous êtes dans l'obligation d'assurance que les procédés, quels qu'ils soient. Voilà. Y compris éventuellement sur une ouvrière de parking, si elle est accessoire, ou même un tracker, à votre ouvrage principal de bâtiment. Il demeure les ouvrages non soumis à obligation d'assurance. On va retrouver là les champs photovoltaïques ou par exemple une installation d'ouvrière sur un parking de covoiturage. Attention, il est vraiment important de rappeler que la non-obligation d'assurance ne va pas dédouaner l'installateur ou les personnes qui sont intervenues sur l'acte de construire de leurs obligations d'assurance qui sont issues des articles 1792, donc l'obligation d'assurance décennale pour les constructeurs. Voilà. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, en complément de la notion d'activité de technique courante, que je rappelle qui est vraiment importante, il y a aussi la notion d'ouvrage, et qu'aujourd'hui, la couverture d'assurance et la bonne couverture d'assurance va se faire en fonction des modules qu'on va poser, des compétences et de la destination des ouvrages. Un défaut d'assurance décennale pour une entreprise du BTP peut avoir des conséquences très lourdes, des conséquences financières, des sanctions pénales et peut engager la responsabilité personnelle du ou des dirigeants de l'entreprise. Il faut faire très attention. Voilà, donc il est important de rappeler donc, pour les entreprises du BTP de bien souscrire une assurance adaptée aux procédés qu'ils posent et dans quel cadre ils les posent en fonction de la destination. Merci Antoine. Alors Yann, j'imagine quand même que ça suppose un minimum de compétences pour ce type d'installation qui a l'air quand même assez complexe. Alors oui, effectivement, il est nécessaire d'être qualifié avec au moins une des qualifications suivantes. Donc on vous a remis au travers d'un tableau les 3 organismes qui permettent d'obtenir une qualification. Donc on va retrouver Quali-ENR avec les qualifications Quali-PV, où il y a une distinction qui est faite entre la partie électricité et la partie bâtiment, qui permet de faire une distinction entre tout ce qui va être installation en intégration ou en surimposition. Et la partie Quali-FELEC avec 3 qualifications et la partie Quali-BAT avec ces 4 qualifications. À noter la dernière qualification pour les installations supérieures à 500 kVA avec la 5914. Donc on peut voir aussi sur ce tableau-là des unités de kilowatts crête et des unités en kVA. Donc c'est tout simplement pour faire une distinction en fait entre la partie puissance développée par l'installation avant onduleur qui va être en kilowatts crête et la puissance en sortie d'onduleur qui va intéresser tous les organismes de gestion de réseau et qui là va être exprimée en kVA. Donc il s'agit de
qualifications obtenues après des cycles de formation. Et ces qualifications sont toutefois à renouveler. Et c'est des organismes qui réalisent également des audits d'entreprises et d'installations pour dans le cadre du renouvellement de ces qualifications. Alors, Michael, on a parlé aussi de certification. En tant que fabricant, quelles sont-elles et surtout, qui peut les délivrer ? On n'échappe pas à la règle, il y a aussi des certifications et dans le photovoltaïque, en tout cas pour le fabricant de modules photovoltaïques, il est important que les modules soient, certifiés NF EN 61215 et NF EN 61730. Désolé, c'est un peu barbare, mais en tout cas, elles sont essentielles et il y a des organismes spécialisés pour les réaliser. Alors au niveau européen, on a le TÜV, mais on a la chance aussi en France d'avoir un organisme connu et reconnu qui est Certisolis, parce qu'au-delà de la certification, un organisme comme Certisolis a cette capacité de réaliser des essais dans le laboratoire pour faire des contrôles sur site qui vont être nécessaires, notamment pour la maintenance et la surveillance des installations photovoltaïques. Donc en fait, on a les normes donc IEC 61730 et la norme IEC 61215 qui sont deux standards, on va dire, internationaux et majeurs pour le photovoltaïque, et elles servent à elles seules de garantir la qualité, la sécurité et la performance dans le temps des modules photovoltaïques. On va visionner une vidéo concernant justement Certisolis avec Franck Baruel, qui est le président de Certisolis. C'est parti. Certisolis a été créé en 2009. C'est une filiale de deux instituts EPIC nationaux qui sont le CSTB et le LNE. Notre mission est d'accompagner la filière sur du contrôle qualité au niveau du module. Nous faisons des tests en laboratoire, mais nous faisons aussi, pour le compte de l'État, l'ensemble des certificats carbone. Et la dernière activité de Certisolis, c'est que nous sommes mandatés par le syndicat des énergies renouvelables pour porter la marque AQPV. C'est un signe de qualité reconnu aussi par l'État pour notamment les contractants généraux de centrales photovoltaïques, c'est-à-dire ceux qui font de la conception, de la réalisation, de la maintenance, plutôt pour des grandes centrales photovoltaïques. Pour les fabricants, on applique deux normes principales, la 61215 et la 61730. Nous sommes accrédités par le COFRAC pour le faire. Donc c'est des normes qui ont trois familles de tests. Des tests climatiques, des tests mécaniques et des tests électriques. Donc là, on a une enceinte climatique qui nous permet de faire vraiment tous les tests climatiques. On peut faire avec du chaud, du froid. On va descendre jusqu'à moins 40 degrés, plus 85 degrés. On peut également la mettre dans un environnement à 85% d'humidité. Faut savoir qu'il y a des tests qui durent plus de 1000 heures dans ces enceintes. Donc c'est vraiment l'étape clé de la norme et c'est pour tester d'un point de vue stress thermomécanique le panneau photovoltaïque. On a des tests en ultraviolet. On va bombarder en ultraviolet le panneau pour le faire vieillir de manière accélérée, voir s'il n'y a pas des dégradations qui peuvent apparaître. Donc ça, c'est la partie climatique. Ensuite, sur la partie mécanique, on a le premier test qui est un test de pression et de dépression du panneau. Le but, il va être de stresser à la fois mécaniquement le panneau, mais d'aller regarder les problèmes des interconnexions électriques à l'intérieur du panneau. L'avant-dernier test mécanique, c'est le test à la grêle. Donc le canon à grêle nous permet de faire le test normatif de 11 impacts à 25 mm sur le panneau. Avec les épisodes de grêle que l'on observe de plus en plus, 25 mm n'est pas suffisant. Donc avec ce canon, on peut aller jusqu'à 75 mm. Et le dernier test que l'on fait mécaniquement, c'est un choc où on va projeter un sac sur le panneau pour voir s'il ne va pas se dégrader. Donc là, on est plus sur de la mesure structurelle du panneau. Et la dernière famille de tests, qui est la famille de tests électriques, il y a le sacro-saint mesure de puissance électrique. On va mesurer très précisément les watts du panneau. Donc ça, c'est fait avec le flash test. Ensuite, on a aussi des tests qui vont être sous ensoleillement artificiel. Alors avec le simulateur solaire continu, on a une puissance de lampe qui peut aller jusqu'à 1000 watts par mètre carré, pour voir notamment s'il n'y a pas des effets de hotspot ou de voir des dégradations qui peuvent apparaître. Donc le laboratoire mobile permet de faire deux types de tests. La puissance du panneau, on mesure très précisément la puissance et on fait la radiographie du panneau, c'est-à-dire l'électroluminescence. Donc en fait, comment ça fonctionne? On vient mettre le panneau sur un rack, on peut en mettre à peu près une centaine par jour. Ensuite, quand on vient le refermer, on vient faire ces deux fameuses mesures. Donc la mesure de la puissance,
qui va nous donner la puissance très précise du panneau et également la radiographie qui est ce que l'œil ne voit pas. On injecte un courant et en fait, on va pouvoir voir s'il y a des défauts, type des cracks ou des fissures. On peut même rajouter un troisième test que l'on nous demande plus rarement, mais qui est le test diélectrique. On va pouvoir regarder s'il n'y a pas aussi un problème de continuité électrique sur le panneau. Un développeur, lui, va acheter des panneaux qui ont déjà passé toutes ces normes-là. Ils vont nous envoyer des séries de panneaux à comparer et à tester. Et des fois, ils vont aller un peu au-delà de ce que demande la norme. Pour la partie pression, au lieu de mettre 2400 pascal, ils vont nous dire « faites-moi un test à la pression maximale jusqu'à rupture ». Voilà, donc c'est tous des tests spécifiques sur les mêmes bancs, mais la finalité n'est pas du tout la même. On a vu la fabrication, on a vu la certification. Pour la pose, comment ça se passe ? Alors pour la pose, on doit raisonner en termes de procédés, c'est-à-dire module, comme on vient de le voir, et système de montage, qui va être l'ossature support de ces modules. Et cette ossature va être fixée à la toiture. Donc il va donc être important de bien choisir son procédé pour pouvoir l'adapter au type de toiture. Donc il existe un grand nombre de procédés et que l'on classe par famille. Donc on a à commencer par des procédés dits en intégration, où là, c'est des procédés qui vont se substituer à la couverture, donc ils vont devoir assurer l'étanchéité de la toiture et qui devront du coup être sous avis technique et présents sur la liste verte. Et ensuite, on a des procédés dits en surimposition, où là, le procédé va de ce fait être au-dessus de la couverture et va être installé sur n'importe quel type de toiture, qu'on soit en tuile ou en bac acier. Et ce type de procédé va être principalement sous enquête technique nouvelle. Il y a très peu d'avis techniques. Ensuite, on a des procédés dits au sol. Donc là, soit de façon lestée avec des caissons, soit sur ossature fondée avec des fondations de type micropieux ou massif de fondation. Ensuite, on peut avoir des procédés dits flottants. Donc là, c'est également avec des caissons pour les rendre flottants qui vont être reliés entre eux. Et c'est notamment le cas pour des traitements d'anciens étangs de sablières. On a également des procédés en ombrière de parking ou de trackers, les trackers étant des mâts qui vont accueillir une structure métallique sur lesquels on va intégrer un certain nombre de modules et le mât va tourner en fonction de l'orientation du soleil pour augmenter la capacité de captage énergétique du soleil sur une journée complète. Donc il va être important de vérifier qu'il existe bien une évaluation technique sur le procédé envisagé, donc comme l'avis technique, la TEX comme on a évoqué tout à l'heure, ou l'enquête technique nouvelle. Et donc ce sera important de pouvoir avoir ces évaluations-là, puisqu'elles vont avoir le guide pour la pose, et en même temps avoir en annexe la liste des modules compatibles avec le système de montage qui va permettre de voir si le module est apte à être mis en place sur le système. Et ensuite, chaque fabricant a développé son principe de fixation, donc bien veiller à avoir la notice de montage. Alors justement, on va vous proposer de voir une vidéo qui, vous allez découvrir un principe de pose avec Sylvain Seyer, qui est directeur général de la filiale KS Énergie. KS Énergie est une filiale de KS Group, donc créée en octobre 2016, spécialisée en génie électrique, génie climatique et photovoltaïque, avec des compétences techniques assez élevées. Donc aujourd'hui on est SPV1, SPV2, SPV3, donc on est capable de faire tout type de centrale et on intervient sur toute la région Grand Est. Donc le photovoltaïque, ça fait maintenant 4 ans, et plutôt sur des installations moyennes, grosses, voire très grosses. Donc on commence des installations à 150-250 kW crête. Et on va à plusieurs mégas. Sur l'année 2024, on a réalisé pas loin de 10 mégas d'installations photovoltaïques. Donc il s'agit d'une construction neuve qui fait à peu près 18 000 m². Ça représente 4 terrains de foot. C'est un bâtiment logistique qui appartient à la foncière Arifim et qui sera exploité par le client pro à pro. C'est un bâtiment classé ICPE, donc installation classée pour l'environnement soumis à autorisation, et qui bénéficiera également d'un certain nombre de certifications environnementales. En ce qui concerne l'installation photovoltaïque, elle va faire 500 kW crête et elle sera en autoconsommation avec vente de surplus. Donc 500 kW crête, ça représente un peu moins de 1200 modules et qui seront installés en toiture sur ce bâtiment. C'est un système photovoltaïque sous avis technique. Ce procédé photovoltaïque est composé du complexe d'étanchéité, des supports
de modules et les modules. Les plots, il s'agit de plots à souder qui viennent se souder directement sur l'étanchéité de la marque Sopra Solar et c'est le procédé fixer vos tilts. On vient installer sur ce système les modules qui sont des modules bas carbone en 440 watts crête et il y a à peu près 1200 modules. On a estimé par rapport à la courbe de charge du client d'être à peu près à 90-95% d'autoconsommation. Donc le surplus ne représenterait que 5-10% de l'électricité produite par l'installation, ce qui est très faible pour un client comme ça. Notre expertise comprend également la partie conseil client, ingénierie, études, faisabilité, et après études de détail et réalisation. Par exemple pour une ombrière, on en a réalisé en tout 7 sur la commune d'Aumerdey, sur le parc d'activité La Divinale, sur le parking groupe scolaire. Là-bas on a installé en tout et pour tout à peu près 500 kW crête. On prend les projets clés en main, donc c'est-à-dire on prend l'OVRD, génie civil, charpente métallique, système d'intégration et modules photovoltaïques. Donc on apporte une vraie expertise au client final. Sur la vidéo, c'est bien des modules Voltec? Oui, je confirme. En tout cas, ce qu'on a vu sur le groupe scolaire, notamment en Bernay, c'est des modules Voltec. Voilà, un exemple de ce qu'on est capable de réaliser. Et puis, nous, je vais quand même rappeler qu'on a fait un investissement là en début d'année de plus de 9 millions d'euros pour développer une nouvelle technologie qui est en TOPCon, avec toujours cette volonté de développer un produit de qualité, mais avec une haute performance. Donc, je vous confirme, et comme le dit Sylvain, après, c'est vraiment ce qui est important, c'est la bonne qualité d'installation. Et ce qu'on a mis en œuvre chez Voltec, c'est qu'on a voulu créer un réseau d'ambassadeurs, des gens qui sont vraiment porte-drapeau de la marque Voltec sur tout le territoire national. Et lorsque une collectivité, un industriel ou un particulier a la volonté de développer un projet photovoltaïque avec du Voltec, il peut nous contacter. Et nous, en échange, on va pouvoir le mettre en relation avec une entreprise qualifiée, certifiée, connue et reconnue sur le territoire. Alors Mickaël, quand on voit toutes ces installations sur les toits et qu'on voit les changements climatiques, comme par exemple des risques de grêle, comment vous appréhendez C'est une excellente question. Alors, c'est un sujet qu'on appréhende depuis déjà quelques temps. Effectivement, on a réalisé une étude sur notre service recherche et développement pour observer de quelle manière l'évolution du climat évoluait. Et donc, on a pu observer deux choses. C'est les épisodes de grêle sont de plus en plus nombreux. Et force est de constater que la taille des grêlons sont aussi de plus en plus importants. Donc dans notre développement de produits, on a voulu garder un haut niveau de qualité, notamment avec l'épaisseur du verre. Ce qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui, c'est souvent des modules verre face avant, verre face arrière. Nous, on a voulu garder qu'un seul des verres, qui a une épaisseur de 3,2 mm, contre 2 mm de ce que je vous ai cité tout à l'heure. Et on a un niveau de résistance à la grêle qui est niveau 4, c'est ce qu'on appelle le RG4. Savoir que le marché il est plutôt RG2, RG3, nous on est RG4 et on fait les travaux nécessaires pour pouvoir passer RG5. Quand je vous dis en fait RG4, ça correspond comme si on lançait en fait un grêlon à 100 km/h avec un diamètre de 4 cm. Donc vraiment quand même important et un impact aussi violent. Yann, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Oui, alors un sujet qui revient régulièrement, qui est le sujet en climat de montagne, puisque toutes les évaluations aujourd'hui, aussi bien avis technique qu'enquête technique nouvelle, sont avec un domaine d'emploi qui vise des climats de plaine, donc inférieurs à 900 mètres, sauf qu'on peut quand même en mettre au-delà. Donc on reste en technique, en technique non courante, mais on augmente quand même le risque au regard des installations. Et ces risques sont principalement liés à la neige. Donc ces modules vont être sollicités finalement en flexion et sous le poids de la neige. Et cette flexion excessive peut créer des microfissurations au niveau des cellules. Et ces microfissurations peuvent être génératrices de phénomènes de hotspot qu'on appelle, et qui peuvent être des points de départ d'incendie avec des échauffements. Donc une des solutions pour tester ce phénomène-là pourrait être d'augmenter le nombre de rails en doublant le nombre de rails support de ces modules. Donc attention à ce que le procédé soit bien équipé de rails métalliques, puisqu'il y a certains procédés, notamment celui qu'on a vu dans la vidéo juste avant, n'ont pas de rails support des modules. Les modules sont directement fixés sur les plots. Donc on va
avoir une limitation de la déformation avec ces appuis supplémentaires. Et ensuite, on a l'effet d'arrêt de neige, c'est-à-dire que si l'installation est réalisée plutôt en bas de versant, on peut avoir une accumulation de neige en partie supérieure et avec les cycles de phénomènes de gel-dégel, créer une masse qui aurait tendance à glisser et générer un effet de cisaillement sur l'installation et sur tout le système de support. Et là, ces systèmes-là ne sont pas adaptés pour cette situation-là. Donc là, c'est de plutôt privilégier l'installation en partie supérieure au plus près du faîtage pour limiter cette charge de neige en partie supérieure. Donc après, sur ce type d'installation, l'intervention d'un bureau d'études spécialisé est quand même fortement conseillée, puisqu'on ne peut plus se contenter du logiciel public accessible sur Internet au niveau du site du fabricant. Voilà, sur ce type d'installation. On peut aussi rajouter le fait que quand on est sur un bâtiment existant et qu'on veut rajouter ce type d'installation, l'intervention d'un bureau d'études structure est quand même fortement conseillée pour vérifier que la structure est apte à recevoir le poids de cette nouvelle installation. Est-ce que tu peux nous parler d'installation, d'entretien de ces installations surtout, et surtout de la durée de vie finalement de ces modules ? Alors oui, les installations photovoltaïques nécessitent évidemment un entretien. Alors un peu plus sur des installations qui vont avoir une faible inclinaison et un peu moins sur des fortes inclinaisons. Mais le mieux est quand même de souscrire un contrat d'entretien avec l'installateur qui a réalisé l'installation d'origine, ou si on n'a pas cette possibilité, de passer par un installateur certifié en photovoltaïque qui pourra faire cet entretien, sachant que les modules sont quand même à nettoyer en règle générale une fois par an, et plus si l'environnement est propice à l'empoussièrement, comme par exemple en bord de champ ou éventuellement en bord de mer lié à l'oxydation possible par le sel. Ensuite, une thermographie est également nécessaire pour détecter des défauts éventuels qui peuvent réduire le rendement de l'installation, mais également qui peut être à l'origine de départ d'incendie. Donc il n'y a pas d'obligation réglementaire ou de périodicité. Maintenant, une fois par an est quand même fortement conseillé, et c'est une périodicité qui peut d'ailleurs être imposée par l'assureur. Et dans les avis techniques, on peut parfois avoir des préconisations, et entre autres le procédé qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo préconise un entretien 2 fois par an. Donc la mise en place d'un monitoring est également une bonne chose, puisqu'elle va permettre en fait de suivre l'installation et de détecter la moindre anomalie liée à une baisse de rendement, et qui va permettre de traiter un dysfonctionnement éventuel le plus en amont possible. Et concernant la durée de vie des modules, alors c'est vrai qu'on parle souvent de 40 ans pour les modules, avec une garantie généralement de 20 à 25 ans par les fabricants. Et pour les onduleurs, on est plutôt sur des durées de vie de 10 à 15 ans, avec une garantie constructeur, fabricant, qui est de 3 à 5 ans. Et un dernier point à noter également que, contrairement aux idées reçues, les panneaux photovoltaïques sont recyclables. Tu confirmes? Ouais, c'est ce que je confirme. C'est vrai qu'il y a, comme tu le dis Yann, il y a énormément d'idées reçues. La première, c'est une qui vient fréquemment, non, ça ne se recycle pas. Si, ça se recycle, ça se revalorise. Il y a un éco-organisme en France qui s'appelle Soren, avec 2 sites de valorisation, un près de Bordeaux, l'autre près de Montpellier, qui fait que lorsqu'on achète un module photovoltaïque, on paye une éco-participation, comme pour de l'électroménager. Ça se valorise à hauteur de 95%, donc on est vraiment sur un haut niveau de valorisation. Et j'aime bien le mettre en parallèle avec d'autres produits qu'on a des usages quotidiens. C'est le téléphone portable, on est plutôt sur 85% de valorisation, et une machine à laver où on est plutôt à 70-75%. Donc on voit qu'on a un niveau d'exigence et de valorisation qui est déjà très fort sur le domaine du photovoltaïque. Alors on voit que c'est pas si simple. Qu'en est-il aujourd'hui des primes de l'État ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, on est dans la limitation des budgets, mais le point que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, de mon point de vue, le photovoltaïque peut vivre sans être biberonné ou avoir des subventions. On a des modèles économiques nouveaux qui font leurs preuves. On a l'autoconsommation individuelle.
je produis mon électricité, je la consomme et donc j'agis et je réduis clairement ma facture d'électricité. Et on a l'autoconsommation collective où je vais produire, je vais consommer et mon surplus, je vais pouvoir le partager avec les voisins. Donc moi, je crois vraiment sur ce point-là. Ce qu'il faut noter dans le photovoltaïque, avec tout ce qu'on vient de voir, c'est surtout l'accompagnement qui est primordial. En tant que président de l'association qui s'appelle Cap à l'Est, une association qui a été créée en 2021 et qui a un objectif 1, c'est de, on va dire, structurer la chaîne de valeur du photovoltaïque en région Grand Est. Et ce qu'on fait aussi en partenariat avec d'autres associations sur le territoire national, c'est de faire monter en compétences et faire en sorte que finalement, quand un porteur de projet se lance dans un projet photovoltaïque, en fait, on trouve tout en Alsace, aussi bien son assureur que son bureau d'études et son fabricant et son installateur pour avoir une notion et une installation de qualité. Merci Mickaël. Alors Antoine, justement, comment vous accompagnez vos clients sur ce sujet ? Tout comme l'a évoqué Mickaël, on parle de partenariat, d'accompagnement, de réseau local. Donc aujourd'hui, déjà le groupe CAM, il est partenaire de Cap à l'Est. Le groupe CAM, c'est un acteur qui est engagé sur son territoire du Grand Est et national depuis bientôt 100 ans. Son ADN, ça a toujours été d'accompagner l'acte de construire, d'accompagner l'innovation, le développement de nouveaux procédés. Donc forcément, aujourd'hui, on accompagne le développement et la montée en puissance du photovoltaïque auprès de nos artisans, de nos entreprises et de nos concepteurs aussi du BTP. Notre accompagnement, aujourd'hui, il va se porter sur une analyse technique approfondie. On va étudier les procédés. On va analyser les procédés et on va adapter les dispositions contractuelles pour être en conformité par rapport aux règles techniques, aux règles juridiques et assurantielles. Ainsi, aujourd'hui, notre accompagnement, c'est d'accompagner l'acte de construire d'aujourd'hui et de demain. Alors, on arrive à la fin bientôt. Mickaël, si vous aviez un message à faire passer sur le photovoltaïque, ce serait quoi ? Un mot qui me revient, c'est circuit court. Voilà, on parle de circuit court dans l'alimentation, mais on peut aussi parler de circuit court dans l'énergie. Voilà, on installe, on consomme, et puis on a toute la valeur qui est présente finalement sur le territoire, en Alsace ou en région Grand Est, avec voilà, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Je ne vais pas faire de la redite, mais pas besoin de chercher des entreprises à Marseille, Paris, Bordeaux, on a tout en Alsace. Lyon. On a tout dans le Grand Est. Et on a tout en région Grand Est. Donc voilà, faites appel aux compétences du territoire. Antoine, le mot de la fin ? Avec plaisir. Alors on a vu aujourd'hui et tous ensemble que réussir une installation photovoltaïque, ça repose sur le respect de règles, de grands principes, mais aussi à travers un dialogue constant avec son assureur et son partenaire, pour l'objectif donc de réduire les risques. Ces projets, ils sont porteurs d'avenir, avec du sens de réduire aujourd'hui l'impact écologique, mais qu'il faut avoir une rigueur à chaque étape de la conception d'une installation photovoltaïque. Donc, quand on l'élabore, quand on la met en œuvre, et après quand on l'exploite au niveau de la maintenance. Ensemble, avec tous les partenaires locaux, on peut aujourd'hui contribuer à que l'énergie photovoltaïque soit une énergie fiable, performante et durable dans le temps, et donc activer et contribuer activement à la transition énergétique. Merci encore à tous nos invités et à vous, Katia, pour ce magnifique webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous via nos délégations ou via les questions via le chat. Et puis à bientôt pour de nouveaux projets solaires ambitieux, responsables, évidemment, bien assurés. Merci en tous les cas pour vos expertises et vos messages. On me dit qu'on a encore un petit peu de temps, donc on va regarder les questions en live. On a une première question de Cédric. Y a-t-il des formations pour le photovoltaïque ? Qui veut répondre ? Alors, effectivement, il n'y a pas de formation à l'heure actuelle sur le photovoltaïque à proprement dit, à part, il me semble, chez Cap à l'Est. Mais j'ai récemment appris qu'il y avait l'Union des électriciens qui cherchait, en tout cas localement, à monter une formation spécifique pour les entreprises d'électricité. Mais il me semble que... Et vous, Mickaël ? Cap à l'Est, c'est pour mission, en fait, une des missions de Cap à l'Est, c'est d'œuvrer sur la formation. Et effectivement, je rejoins Yann, il n'y a pas de formation. Voilà, on va être électricien, on va être couvreur. Mais le métier dans le photovoltaïque, c'est photovoltaïcien. Finalement, c'est la jonction entre différents métiers du bâtiment, et en l'occurrence, la couverture et l'électricité. Donc on a vraiment, on va dire, la volonté d'œuvrer pour créer une formation. On a déjà fait des formations
formation plutôt courte en partenariat avec l'AFPA. On a déjà fait 4 sessions qui ont permis de former sur des fondamentaux une quarantaine de personnes qui d'ailleurs sont la plupart en poste aujourd'hui dans des entreprises alsaciennes et de la région Grand Est. Mais on souhaite aller plus loin aussi parce qu'il n'y a pas de diplôme et on aimerait vraiment que la profession elle soit reconnue à juste titre avec des gens qui vont faire des qualifications et qui vont être reconnus sur le marché du travail grâce à ça. Donc avec Capalest et l'AFPA, on a répondu à un appel d'offres. On attend la réponse prochaine pour pouvoir structurer de manière plus conséquente cet aspect formation en région Grand Est et avec pour objectif et mission de pouvoir étendre cela sur tout le territoire national, en l'occurrence avec d'autres associations comme Atlanson ou Aura Digital Solaire, qui sont les pendants de Capalest, et on veut œuvrer sur les territoires au niveau national avec un tronc commun. Alors, merci Michael. On a une autre question. Michel nous demande quelles sont les prochaines innovations. Alors en termes d'innovation, c'est vrai que sur le photovoltaïque, il y en a de nombreux. C'est, on va dire, une des raisons d'être de Voltec Solar. Et on croit vraiment au monde industriel dans le photovoltaïque. Et la différence se fait par l'innovation. On œuvre depuis 15 ans dans ce domaine. Et la dernière étape, où on est en plein dedans, on a été lauréat de France 2030 en partenariat avec l'IPVF, qui est un institut polytechnique sur la recherche du photovoltaïque, pour développer une technologie de rupture qui s'appelle le tandem 4T et qui va faire le lien entre le perovskite, qui va être un minéral avec une fine couche qui sera sur le verre, couplé avec du silicium et une cellule photovoltaïque pour atteindre des rendements et des taux d'efficacité bien au-dessus de ce qui existe aujourd'hui. On espère atteindre les 30% quand aujourd'hui sur le marché on a des modules avec un taux d'efficacité plutôt 23 à 24%. Voilà. Donc ça c'est des travaux qui sont menés en recherche et développement chez Voltec Solar. Et effectivement, il y a des innovations, on y croit, que l'industrie française va se maintenir grâce à cette innovation. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Merci à toute la technique qui est derrière, que vous ne voyez pas, pour faire de ce webcam un succès. On vous donne rendez-vous pour le 5e bientôt. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.